Salut à tous, les gones, c'est Mika, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne parce qu'on est en plein mercato, on est en pleine préparation estivale de pré-saison. L'OL a joué 3 matchs contre Dessine, contre Tirol et contre St. Pauli, le récent champion de Bundesliga 2. Et au niveau du mercato, il nous reste quasiment tout pile, jour pour jour, un mois top chrono pour boucler les départs, peut-être, je l'espère, parce que c'est vraiment urgent, faire venir des joueurs qui pourraient apporter une plus-value dans les secteurs prioritaires de l'Olympique lyonnais. Et je vais donc découper la vidéo en 2 parties, une partie sur le terrain, le jeu, les choix tactiques de Pierre Sage, et l'autre sur le mercato et ce que l'on peut espérer d'ici la fin du mois d'août. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'attentes de mon côté. Je vous le dis d'emblée les amis, pour moi il y a encore beaucoup à faire pour enrichir et améliorer l'Olympique lyonnais. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais toutes et tous vous remercier chaleureusement pour votre fidélité à la chaîne, vos messages de sympathie, de bienveillance. On a fait des cartons en termes de score sur les vidéos récentes, quasiment toutes, même c'est le cas pour toutes, plus de 7000 vues. C'est juste énorme. Tout ça me rend vraiment très fier parce que je vous le dis encore une fois, mais sans vous, sans auditeurs, il n'y a pas de chaîne YouTube, il n'y a pas de 11 Lyonnais, il n'y a pas de moi devant la caméra, il n'y a pas d'émission, pas de contenu. Et c'est grâce à vous. Donc du fond du cœur les amis, merci beaucoup pour tout ce qui est fait par vous sur la chaîne. Vraiment merci. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Donc en 2 parties, en 2 sujets. Le premier sujet, c'est l'aspect foot, le terrain. Et là, il y a beaucoup à dire. Alors, je le répète, préparation de pré-saison, donc pas de conclusion, jamais de conclusion, pas de verdict absolu disant tel schéma c'est de la merde, tel joueur est nul, non, ça on oublie. On ne peut que faire des petits constats, des tendances, des indications de ce que nous montre l'Olympique lyonnais, pas plus, pas moins. Et le premier constat, c'est que la préparation physique pèse lourd, évidemment, sur les jambes, ça s'est vu, on l'a vu contre St. Pauli. J'ai trouvé un OL vraiment très fatigué, qui a tenu quasiment 55 minutes avant de plonger, avant de s'écrouler physiquement. Et ça, c'est juste logique, c'est normal. On sait que Pierre Sage a entamé une préparation qui a fait parler un tout petit peu, alors pas en mal, mais en bien, mais c'est interrogé parce que c'est une rupture avec ce que faisait l'OL précédemment, une préparation non pas athlétique sans ballon, mais avec ballon. Moi j'aime beaucoup, alors, il y a 2 écoles, il y a ceux qui diront oui, mais le foncier physique est super important, il faut le travailler sans ballon, et ceux qui vous diront dans l'école guardiolesque, que le foot peut aussi se préparer physiquement avec ballon. Guardiola, Bielsa ou d'autres préparent les pré-saisons avec ballon et tout l'entraînement, tout le jeu est conçu autour du ballon. C'est un point de vue qui est différent. Il y a 2 écoles. Il y a l'école purement physique sans ballon, c'est l'école Deschamps, Antonio Conte ou Carlo Ancelotti. Et puis il y a l'école avec ballon, c'est l'école De Zerbi, c'est l'école de Guardiola, l'école Bielsa ou l'école aussi Peter Bosz. Rappelez-vous qu'à l'époque, Peter Bosz avait aussi entamé une préparation physique avec ballon, ça avait fait beaucoup jaser à l'époque, mais pour autant, moi j'y crois, il y a 2 conceptions différentes, mais là encore, on voit que sur le terrain, physiquement, nos joueurs sont un petit peu à la peine, mais c'est logique parce que on est au 3e match, et il y a une forme de creux après quand même quasiment 10 jours de travail physique intensif, et donc les organismes pêchent un petit peu, c'est plus dur physiquement, pour moi il n'y a rien d'inquiétant à ce niveau-là. Maintenant sur le plan du jeu, c'est dur d'avoir un avis très complet et définitif, c'est même impossible, comme je dis souvent c'est qu'une préparation de pré-saison, parce qu'il nous manque beaucoup de joueurs, et pas des moindres, Lacazette, Mikotadze, Nuama, Mangala, bref, beaucoup de joueurs, Tagliafico évidemment, qui devraient logiquement à leur retour changer beaucoup de choses au visage de l'OL, ça c'est juste évident. Néanmoins, on retrouve quelques grands principes chers à Pierre Sage, parmi lesquels le fait que nos joueurs de côté, donc là en l'occurrence ceux qu'on a vu le plus, donc Fofana et Baldé, fassent des courses verticales, prises de la profondeur, et des courses de l'extérieur vers l'intérieur, donc des courses pénétrantes et croisées pour justement créer l'espace par la course. Là encore, on l'a vu en préparation, on l'a vu contre Tirol et contre St. Pauli, c'est vraiment une marque de fabrique propre à ce qu'est l'OL Made in Pierre Sage. Deuxième point que l'on voit aussi souvent, les latéraux donc défensifs qui prennent soit le couloir, soit se réaxent pour créer au milieu un surnombré. On l'a vu notamment contre Tirol au 2e match, où il a occupé plusieurs fois le poste de milieu de terrain quasiment pointe basse, d'un carré, d'un 3-4-3, comme le faisait aussi, rappelez-vous, l'an passé, Tagliafico, qui était de base latéral gauche dans le 4-3-3, mais qui se réaxait pour apporter un surnombre et animer l'équipe en 3-4-3, 3-5-2. Bref, là encore, pas de surprise, c'est une des grandes consignes
que demande Pierre Sage aux latéraux selon le profil de jeu qu'ils ont. Maintenant, dans l'animation du jeu, donc l'aspect plutôt tactique, on a revu des phases de jeu où l'OL s'animait offensivement comme il le faisait l'an passé en Ligue 1, donc à savoir une compo de départ en 4-3-3, mais qui, avec ballon, se déforme largement pour devenir soit un 3-4-3, soit un 3-5-2, et ça c'est vraiment intéressant. Moi j'aime beaucoup ce côté hybride qu'a l'OL, et là encore c'est un des principes chers à Pierre Sage, qu'il a tiré de l'école portugaise, des coachs portugais, celle de la périodisation tactique. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple, c'est le fait d'intégrer au quotidien, à l'entraînement, toutes les phases de jeu d'un match de foot. Autrement dit, au cours d'un match, en compétition, l'équipe est confrontée à plein de situations différentes. Elle peut être confrontée à la fois à une phase de pressing, de récupération, de contre-pressing, de perte de ballon, de marquage préventif, de phase offensive de possession, bref, à plein de phases de jeu différentes. Et donc à l'entraînement, le but, il est simple, c'est de reprendre tout ça, et que chaque exercice consiste à reprendre un moment du match. Et en fait, la séance d'entraînement sert à reprendre chaque moment du match pour que le joueur s'habitue mécaniquement à répéter chaque jour à l'entraînement tout ce qu'il verra en match. Donc ça, c'est aussi l'une des méthodes, l'un des points de la méthode de Pierre Sage qu'il met en place depuis quelques temps, avec notamment son staff. Et d'ailleurs, si on se rappelle des propos de Pierre Sage aux environs du 6-7 juillet dans mon souvenir, il avait dit clairement que l'OL avait 2 axes de progression assez identifiés. Le pressing, qui était, et il a entièrement raison, qui était vraiment défaillant l'an passé, et aussi le contrôle du match, le contrôle technique, l'emprise technique en temps de possession sur le match. Pour moi, il a ciblé vraiment ce qui a pêché l'an passé et il veut impérativement l'améliorer. Et je trouve que lors des 3 matchs qu'on a vus en pré-saison, contre Dessine, contre Tyrol et contre Saint-Pauli, on a vu à chaque fois des phases de pressing, contre-pressing qu'on a rarement vues l'an passé. Ça c'est vraiment intéressant, on retrouve exactement ce qu'il avait annoncé, travail sur le pressing et des temps de contrôle, de possession pour éviter les matchs foufous qu'on a vécu l'an passé et qui ne mène à rien, parce que oui, c'était beau à voir, c'était emballant et totalement dingue, mais le foot, quand il est un peu zinzin et déréglé, tôt ou tard, ça finit mal, parce que je ne connais aucun club qui construit un succès collectif et de long terme sur uniquement des matchs de folie. Ça n'existe pas, c'est impossible. Le foot demande un minimum de régularité et de contrôle, et les temps de contrôle, il faut les travailler en préparation, c'est ce qu'on voit avec les matchs amicaux et aussi à l'entraînement. Et là encore, tous ceux qui vont dire oui, mais Mika en match, il a fait 3-4 dispos différents, le 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2, on s'y perd, on ne sait plus où dans quel sens va l'équipe. Là encore, pour moi les amis, il faut être patient, parce qu'en fait, il l'a dit clairement Pierre Sage, là, durant les 3 matchs, il a mis ses joueurs dans l'inconfort tactique. Autrement dit, il a voulu les mettre dans des situations compliquées, pas naturel pour eux, afin de voir si oui ou non à l'avenir ils pourraient s'adapter à une configuration qui n'est pas la même que d'habitude. Ça c'est vraiment intéressant et ça renforce aussi cette idée qu'il faut dès maintenant préparer les joueurs à des configurations très très différentes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le joueur se confronte à une configuration qu'il ne connaît pas. Autrement dit, il découvre un poste qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas, des contraintes qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas non plus. Et ça, c'est aussi un travail d'apprentissage. Donc si je résume 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, honnêtement, à l'Egone, ça n'est pas du tout le sujet prioritaire. Pour moi, la vraie question, c'est vers quel 11 se dirige-t-on et comment fera-t-on pour intégrer au mieux possible, afin d'avoir un équilibre collectif, tous les joueurs qui seront essentiels aux yeux du coach. C'est ça la vraie question. Et il ne faut pas se leurrer. Contre l'Union Berlin, contre le Torino ou contre Arsenal, on va se diriger vers un 11 qui sera de plus en plus définitif et qui aura, à mon avis, les allures du 11 qui jouera Rennes d'ici 2-3 semaines, un mois. Voilà, faut pas se leurrer. Le gros problème, et j'y viens, le gros problème numéro 1 de l'OL à l'instant T, je dis bien à l'instant T où on se parle les amis, c'est la qualité créative, la qualité technique du milieu de terrain. C'est un problème qui est énorme et ça, c'est pas que depuis un mois ou 6 mois ou un an, ça fait 2 ans que je le dis en vidéo. J'en parlais à l'époque quand on a perdu Guimarães Paqueta, j'en parlais aussi l'an passé, j'en parlais il y a aussi 6 mois, j'en parle maintenant également. Pour moi, il y a un problème de profil d'une part et de qualité technique d'autre part. Parce qu'en fait, quand tu alignes un trio Matic, Cacré, Tolisso, on n'a pas affaire à de mauvais joueurs. Loin de là d'ailleurs, ils ont tous les 3 des références au plus haut niveau. Là-dessus, pas de débat, pas de question. Mais les 3 ont des profils qui, dans le camp adverse, dans le dernier tiers,
n'apporte pas assez de garantie. Et il y a plein de séquences de jeu contre Sampaoli où je me suis dit, mais en fait là, il te manque ce numéro 10, numéro 8 offensif, qui va subtilement par une passe, un bon décalage, par une passe, une inspiration, par une déviation, par une frappe de loin, par un coup de pied arrêté. Il te manque ce joueur qui fait une diff. Parce que le foot aujourd'hui, et là je n'apprends rien à personne, il est d'une part très physique, il est extrêmement dense. Autrement dit, au milieu de terrain, quand tu cumules les deux blocs qui s'affrontent, les deux équipes qui s'affrontent, tu as au bas mot entre 3, 5, 6, voire 7, 8 joueurs qui se confrontent sur 10, 15, 20 mètres. Ça fait beaucoup de monde. Et beaucoup de monde qu'il faut gérer du mieux possible. Et quand l'espace se réduit, c'est la qualité individuelle qui fait la différence. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau réduire les joueurs à des pions que l'on bouge d'un poste à un autre, que l'on fait se mouvoir comme des petits robots tactiquement parlant, le foot reste avant tout un sport d'inspiration et de rapport au ballon. Quand tu n'as pas ce joueur qui prend le ballon et sur une inspiration fait une différence par la passe ou par la frappe, t'es en grande difficulté. Et ça, il n'y a pas de secret. En fait, l'OL est très scolaire, pratique un foot qui est convenu, mais malheureusement n'a pas le grain de folie pour aller sur une action, créer une différence. Et ça, pour moi, c'est un vrai et un énorme problème, et qui en plus devrait s'accentuer si l'on perd Ryan Cherki. Je n'ai pas envie de refaire une année de foot avec l'OL où on a un jeu qui est trop scolaire, trop convenu, où en gros c'est prévisible. On l'a vu l'an passé, on s'est heurté à plein de matchs où au milieu on ne maîtrisait pas les débats. Ce qui fait qu'on a eu des matchs extrêmement fous, avec très peu d'emprise technique, très peu de maîtrise, et moi ça je veux plus. Parce que d'une part c'est épuisant, ça nous a fatigués mentalement et physiquement, et en plus tu ne construis rien sur de la folie, tu ne construis strictement rien. Donc il te faut un profil, même deux je pense, qui pourrait faire progresser ce 11 de départ. Et là pour moi à l'instant T, ce n'est pas le cas. Et donc, on aboutit au deuxième sujet de la vidéo qui est très important, c'est le mercato et ce que devrait faire l'OL d'ici le mois qui arrive pour faire step up son 11 de départ. Et pour moi, il y a vraiment du boulot. J'ai lu dans l'équipe, il y a quelques jours, que l'OL pensait, envisager, recruter un milieu de terrain si l'on parvenait à vendre les indésirables et peut-être en option un offensif créatif plutôt à droite. Et ben moi, les amis, je vous le dis franchement, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment, mais vraiment inquiété. Parce que pour moi, il n'y a non pas un manque, mais il y a des manques. Et je pense qu'il manque des profils très ciblés, parmi lesquels, clairement, il nous manque un numéro 8, relayeur complet, puissant, qui peut, à la course et à la passe, faire de vraies différences. Et il manque aussi, je vous l'ai dit, ce numéro 10, numéro 8 offensif, assez haut sur le terrain, qui peut, par la passe, faire une vraie différence. Et voilà, c'est ce joueur un peu frisson que l'on n'a pas, que l'on n'a plus. Parce que si Cherki part, tout Cherki qu'il est, rempli de défauts et de critiques que certains peuvent lui adresser, néanmoins c'est l'un des rares créatifs purs de l'équipe. Et j'y reviens, pour moi c'est un petit peu le cœur de la vidéo, il nous manque vraiment au milieu des profils adaptés à ce que veut Pierre Sage. Vraiment j'insiste, mais on l'a vu durant les matchs entre Tirol et Sampaoli, Matic était en grande difficulté physique, et quand tu combines Matic plus Tolisso, les deux ont un profil qui, alors n'est pas non plus identique, mais il y a plein de points communs dans l'aspect gestuel, une certaine lenteur, la maîtrise du tempo du match, bref, il y a des choses qui les rassemblent. Et malheureusement, tu n'as pas ce profil de numéro 6, voire 8, qui peut faire les efforts à leur place, qui a les cannes et la puissance pour faire mal physiquement. C'est une nécessité absolue. Il nous faut ce numéro 8, s'il est un peu plus haut, complet, physique, endurant, fort à la course et à la passe. Si on ne l'a pas, pour moi, même si on fait Mikotadze, Nakate ou d'autres joueurs, ce sera un échec total. Mais, il y a une énorme problématique que vous connaissez aussi les amis, c'est le fait que l'OL compte dans ses rangs 37 joueurs sous contrat. Je dis bien 37. 37 et l'équipe annonce que David Friot et le staff technique veulent réduire le groupe pro à 25 joueurs, dont 3 gardiens. Vous voyez très vite où je veux en venir, il y a un problème de tempo parce qu'il nous reste quasiment jour pour jour un mois pour exfiltrer non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 12 joueurs pour arriver à un équilibre d'effectifs, un équilibre sain pour aborder sereinement la compétition et aussi pour pouvoir recruter. Et là, on a un énorme problème. On sait que l'OL a créé un loft dans lequel il y a Lovren, Akoku, Amin Sarr et d'autres que j'oublie. Et ces joueurs ont un contrat qui est vraiment à l'OL bien rémunéré. On parle de salaire à 6 chiffres, dans une belle ville, un beau stade, un beau club, un bel environnement. Forcément, ça n'encourage pas à partir.
un cas qui me pose vraiment problème, c'est le cas de la concurrence des gardiens qui, pour moi, est vraiment problématique. Lucas Perry doit être le numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens. Or, si je me fie aux matchs amicaux, le temps de jeu est réparti équitablement entre Lopez et Perry. Est-ce que la hiérarchie est clairement fixée? Est-ce que le coach attend un peu de voir pour dire qui sera le numéro 1 et numéro 2? J'avoue qu'à l'instant T, j'ai un doute. Parce que franchement, c'est pas clair du tout. Et je me dis que dans l'optique d'une stratégie Eagle et Textor pour l'OL, avoir sur le banc Lopez qui émarge à 400 000 € mensuels, c'est totalement déconnant, ça n'est pas cohérent. Et tous ceux qui me diront, mais Mika, attention, il a un statut. Non, en fait non, l'histoire elle est finie, faut tourner la page. Il a été indiqué que Perry serait le numéro 1. Et j'en ai fait un tweet récemment, pour moi il y a un problème de logique sportive. On ne peut pas comme ça faire temps de jeu égal Perry-Lopez, ça brouille les cartes, ça brouille le message, ça brouille les pistes, et ça ne clarifie pas le discours sportif. Moi, j'imagine 30 secondes Lucas Perry, je me mets à sa place, je me dis, bon, voilà, j'arrive à l'OL, on me dit que je vais être numéro 1, et dans mon dos, au-dessus de mon épaule, j'ai 2 yeux qui me fixent, et à la moindre erreur, je sais que dans mon dos, j'aurai le souffle dans la nuque d'Anthony Lopez. Et ça, franchement, c'est très, très oppressant pour lui, je pense. C'est pas rassurant, ça n'est pas un climat serein, et je n'aime pas. Voilà, durant très longtemps, on a tous constaté que le club faisait place nette et libre à Lopez pour qu'il n'y ait quasiment aucune concurrence. Rappelez-vous du cas Tatarusanu. Et là, Lucas Perry, on lui met dans les pattes un numéro 2 qui au club a un statut comme ça, qui a une aura dans le groupe comme ça, et qui a un poids dans le vestiaire comme ça. C'est pour moi contre-productif, et c'est pour moi le meilleur moyen pour faire foirer la saison de l'un et de l'autre. Pas de départ égale pas d'arrivée, et ça, pour moi, c'est un vrai problème. On sait que l'OL n'a pas les moyens XXL pour acheter 45 joueurs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si pour vous, comme pour moi, il manque à l'OL des profils au milieu de terrain, donc un 6-8, voire un 8-10 créatif. Moi, je pense que oui. Dites-moi tout en commentaire, je vous lirai avec grand plaisir, et j'y répondrai évidemment comme je le fais à mon habitude. Sur ce les amis, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez l'OL, toujours, ciao ciao.